Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de 11 Montréal. On enregistre le mercredi 13 septembre en matinée. Frédéric Laure avec vous, avec, comme à l'habitude, il est beau aussi, il représente, capitaine éternel du CF Montréal. En rouge aujourd'hui pour le Canada, Monsieur Patrice Bernier qui est avec nous. Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour Fred, bonjour tout le monde. Donc oui, aujourd'hui, on va dire journée Canada. J'ai toujours le Stade Saputo derrière, mais Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais est-ce que c'était dans le gift bag de quand tu as été intronisé au Temple de la Renommée, ça? non, ça j'ai eu d'autres stocks pour ça. J'ai eu ça il n'y a pas très longtemps, là. Cool. OK. Non, on a fait le tour de ta garde-robe pour l'instant. Pour aujourd'hui, c'est assez. Lui aussi, ben écoute, on va regarder sa garde-robe aussi. Daddy Love, qui est avec nous. Eh Daddy bien, Love, qui a le chandail des Wanderers de Halifax. Je trahis pas de secret en disant aussi que qui prend mari prend pays, c'est-à-dire que ton Exact. épouse est d'Halifax. Alors, est-ce que c'est Exactement. obligatoire d'avoir le survêtement des Wanderers? C'est obligatoire et c'est aussi je dirais un petit clin d'œil à Joao Morelli, qui est maintenant le meilleur marqueur de l'histoire des Wanderers Halifax dans la première ligue canadienne, avec ses 24 buts en carrière avec le club qui représente justement la ville de Halifax et les Maritimes au complet jusqu'à présent. Et félicitations, Joao Morelli, qui a pris le devant de Hakim Garcia, qui est une ancienne légende des Wanderers. Je ne sais pas si on peut dire légende après 6-7 saisons, mais félicitations Wanderers et aussi, évidemment, c'est un plaisir de vous revoir. Ouais, on va dire légende, je pense, dans les circonstances. Écoute, pourquoi pas, on est à l'aise avec le terme. Salut Morelli qui nous écoute à chaque semaine, assurément. Alors, il va être content d'entendre son nom dans notre podcast. Kevin Laramé, donc, avec nous. Écoute, pas mal de choses à parler aujourd'hui. Naturellement, du chef Montréal. On va parler de la sélection canadienne, la Nouvelle-Angleterre. Il se passe des choses là-bas aussi, vous le savez sûrement. Mais commençons peut-être par Miami, OK? Parce on en a pas fait des tonnes ici au 11 Montréal depuis l'arrivée de Messi, on en a parlé, mais on n'en a pas beurré tant épais que ça. Pat, en fin de semaine, sans Lionel Messi, 109 joueurs, aussi Christophe Kremaski était parti, Martinez était parti. Ils ont gagné 3-2 contre le SKC. Si vous avez vu le match d'ailleurs, ils ont bien joué. Je veux pas dire qu'ils ont dominé, mais ils ont été vraiment à l'aise sur leur propre pelouse. Ils ont maintenant 28 points, 14e place dans l'Est, 5 équipes à dépasser. Je vous les nomme, les Red Bulls, NYCFC, Charlotte, Chicago et DC. Ça, c'est les 5 équipes qui sont devant et qui séparent Miami d'une place en série. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'étranger. Pat, je sais que tu penses comme moi, mais en même temps, il y a du doute. Est-ce qu'ils font les séries, Miami? Ce serait... tu sais, pour être très franc, je m'attendais à ce que Miami maintienne sa cadence, mais je ne m'attendais pas que les autres soient moins bons. Parce que l'écart qu'il y avait, je pense qu'on en a jasé, c'était mathématiquement, c'est possible, mais il faut vraiment quelqu'un qui est dans la course des séries. Plusieurs équipes dégringolent, puis comme de fait, les dernières semaines, il y en a plusieurs qui ne gagnent pas régulièrement. Donc, Miami fait que prendre quelques points, rattraper. Puis là, ils ont 2 matchs de retard, et je pense que c'est 6 points d'écart avec la 9e ou 10e place, qui fait que leurs 2 matchs d'écart, s'ils les gagnent, puis la façon que c'est parti, ils n'ont pas l'air de perdre. La conversation va vraiment aller que par la dernière journée, il risque de vraiment avoir un jeu de pouvoir voir Miami potentiellement finir 9e. Moi, je les ai placés finir 10e, mais ouais, il y a des semaines où on s'est dit, écoute, il faut qu'ils couvrent 12 points. Je pense qu'ils même s'ils gagnent des matchs, il faut vraiment que les autres perdent. Puis comme de fait, les autres ne gagnent pas. Puis les autres jouent un contre l'autre aussi, alors fait qu'ils ils vont quand même... Il y a des équipes qui vont engranger des Ah oui, points. regarde, C'est tu ça vas qui est voir Montréal, difficile. Chicago, qui est des points qui s'enlèvent, puis eux autres, ils en prennent. Puis les points, non seulement les matchs de retard leur donnent une stimulation de dire, hey, on a 2 matchs de retard, mais si on les gagne, on est là dans la conversation. Donc, dans leur psychologie, déjà là, ils n'ont pas perdu de match depuis que Lionel Messi est arrivé. Et là, dans la psychologie, c'est de dire, écoutez, les gars, les amis, on continue comme ça, là, puis nous, on est dans la conversation playoff. On peut se voir 9e, peut-être même 8e. Donc, c'est possible présentement. C'est fou. Ça a déjà été fait. Rappelons-nous Seattle 2016. Nicolas Lodero est arrivé. Ils étaient derniers dans la ligue. Je pense que c'est comme 12 ou 12, 15, 16 points. Et puis, ils ont fini par rentrer dans les séries et même remporter la Coupe MLS. Donc, c'est possible. Hein? Attends, avant d'aller à toi, Kevin, Pat, tu me dises quel crédit tu donnes à Tata Martino. C'est sûr qu'il y en a un gros, là, l'entraîneur.
C'est 39 victoires, 17 défaites et 17 matchs nuls en carrière en MLS. Mais à quel point il peut avoir du crédit pour ce qui se passe en ce moment. Moi, je l'ai dit assez tôt là, quand on a parlé de Messi, je dis, oublions pas, c'est sûr, Messi prend le crédit. Puis on sait qu'il y a Busquets et Alba qui s'ajoutent là-dedans. Mais moi, de comment je les vois jouer, ça veut dire pas juste les buts qui marquent et des décisifs, la façon que je les vois jouer, je vois une équipe qui était un peu plus défend vers l'avant, beaucoup mieux en circulation de balle. Les idées ont l'air beaucoup plus claires. Puis j'avais mentionné, il faut donner du crédit à Tata Martino. En très peu de temps, il a mis des concepts qu'on peut voir et qu'on sent que les joueurs adhèrent. Et là, ça paraît, c'est 2 matchs que Messi n'a pas joué, ou du moins n'a pas commencé, puis que l'équipe, je pense à New York Red Bulls, il est rentré, mais l'équipe avait déjà une avance. Ils ont de l'allure sur le terrain. Et tu l'as mentionné, il manquait encore d'autres pièces. Et ceux qui vont dire les joueurs supplémentaires, le temps de l'absence de Lionel Messi et des joueurs qui sont partis en sélection, ben, ils répondent présent. Donc, Tata Martino, bravo, en 2-3 mois, il a été capable d'implanter des idées. C'est sûr, quand tu gagnes, tu veux faire partie du party, comme on dit. Donc, tu veux jouer, tu veux dire, hey, moi, je peux être sur le terrain avec Lionel Messi en tout temps. Mais il le fait. Léo Campana marque des buts. Kremaski a monté son jeu. Robert Taylor, les nouveaux jeunes sensations à l'Amérique latine, Farias et compagnie ont rentré, ont démontré que ils apportent un plus dans cette équipe-là. Il est top, Farias, hein? Il est top. Ouf. Non, c'est des bons joueurs, des bons jeunes joueurs et il a des bons talents, mais il est capable de les assembler. Puis ça fait penser un peu à Atlanta la première année où on ne connaissait pas trop Almiron et Martinez, mais lui, il a mis la salle à ce moment-là. Et lui, il a mis la mayonnaise. Et les autres, ils ont beurré sur le pain, puis ils ont mis le ballonnet et compagnie, puis ils se sont fait ça me parle. Donc, on va voir si le tout peut continuer du côté de Miami, mais c'est fort, très intéressant ce que Tata Martino a été capable de faire, puis rapidement. Ça me parle, ton allégorie de mayonnaise. Je fais des lunchs ces temps-ci. Kev, t'es notre parieur en résidence. Ça joue à Atlanta en fin de semaine. Puis, c'est drôle, moi, j'ai zaï à part de ça à Atlanta. Pas j'ai zaï, mais j'ai trop surévalué, surcoté cette année. Ils ont beaucoup de talent, assurément, mais c'est pas une belle équipe, à mon avis. Du moins, c'est pas l'équipe que ça devrait être. Ils gagnent contre Atlanta. Oui. Puis, en fait, à quel point, en tant que parieur, c'est là que je voulais te dire aussi, parce que ça va être la meilleure équipe sur coup de pied arrêté, Atlanta, contre la pire équipe sur coup de pied arrêté. Ça, c'est-tu quelque chose que tu vas prendre en considération? Non, parce que l'échantillon avec Lionel Messi sur coup de pied arrêté est très faible pour l'Inter Miami en MLS. Et on l'a vu déjà en Leagues Cup que c'est une influence sur les coups de pied arrêtés très grande, Lionel Messi, sur les coups de pied vraiment frappés, offensifs. Déjà marqué 2 buts extrêmement, je dirais, séduisant en Leagues Cup. Mais je vais peut-être traduire un peu mon allégeance et ce que je pense qui va arriver dans les quelques prochaines semaines. Parce que je vous avertis. Toi, t'es bon en série, là. Le maillot d'Inter de Milan. Non seulement que je les vois en série, mais s'ils se qualifient, ils gagnent. Il n'y a aucun autre moyen. Les scénaristes hollywoodiens sont présentement en grève, mais ils ont, je pense, écrit ce scénario avant que la grève soit déclenché. Et je pense que vraiment, s'ils réussissent à les qualifier, on va les voir se rendre en finale de la Coupe MLS, le jouer le 9 décembre. Et selon moi, c'est vraiment... choqué all the way, là. Ils prennent tout. All the way, ils gagnent tout. Le pire résultat qu'ils ont eu présentement sous les ordres de Tata Martino avec Lionel Messi ou avec même les hommes de Lionel Messi, je pourrais appeler, c'est 0-0 contre Nashville en MLS il y a quelques semaines. Un match qui était, somme toute, une descente d'énergie après un succès de la Leagues Cup, après une belle victoire contre les Red Bulls. Donc, il était dans une situation difficile. Pour les parieurs, il y a ce qu'on appelle le situational spot, une situation difficile lorsqu'on pense déjà à ce qui s'en vient et on pense à ce qu'on vient de faire. Le présent, des fois, est dur à gérer. Et ils ont quand même géré un 0-0 contre Nashville. Ils ont quand même tenu Annie Moutar à presque aucune chance. Et depuis l'arrivée de Tata Martino, Miami était la pire équipe pour les points par match dans l'association de l'Est avec en dessous de 1. Il était à 0,94 à l'arrivée de Tata Martino. Et présentement, on parle de 1,07, ce qui les presserait 12e dans l'Est devant les 2 équipes de New York. Donc, on voit déjà qu'ils se rapprochent de la fameuse ligne rouge. Et le DC United, qui est présentement en chute libre, je pense pas qu'il va avoir vraiment des augmentations de performance, des améliorations de performance pour le DC United des prochaines semaines. Et le calendrier devient compliqué. Donc, s'il y a une équipe qui est prenable et son endroit est prenable, c'est Miami. Les prochains adversaires de Miami qui pourraient justement aller prendre la place à DC, Atlanta samedi,
Toronto mercredi prochain. On va se voir à Miami, Je vais être Patrice. là, moi, à Miami. Mais ouais, on va être là le bon ensemble. Pat va faire à Toronto-Miami. Moi, j'achèterai pas un match d'Inter-Miami. Quel blasphème, Kevin. Mais oui, tu pourrais vendre ta place d'analyste, Pat. Oh my God! C'est ça, exact. Vendre ta Et place d'analyste. Il y a quelqu'un qui pourrait l'acheter. Oh, non, il y a de l'argent à faire. Sérieux, il y a vous voulez Orlando. vous asseoir à côté de moi? Et il y a Orlando qui s'en vient aussi, donc un derby floridien. Les Ouais. 3 prochains matchs vont vraiment dicter le succès de Miami, mais je pense que s'ils s'en sortent avec 9 points, c'est dans la poche pour les séries. OK. Ils En passant. Ils ont la Vas-y. finale US Open Cup à jouer contre C'est ça. Houston. C'est Exact, ça. le 26. On a-tu encore notre pari pour le 27 de septembre? 27, ouais. J'ai pris Dynamo, tu as pris Inter-Miami, mais tu me donnes un but d'avance. C'est correct, ça? On a encore? Oh, il est confiant. Il a un petit doute. Petit? Oh, moi, tout ce que je sais, c'est que les équipes un peu latines, peut-être, peuvent pallier une équipe latine qui est Inter de Miami. Donc, OK, je vous invite à la maison le 27 septembre pour voir ce match-là, d'ailleurs, puis pour faire nos comptes en direct aussi. Juste avant de te laisser pour le prochain sujet, avez-vous vu le 3e but de Miami? Celui qui sur il y a une faute, puis Busquets joue rapidement? Oui, j'ai vu ça passer aussi à Instant Replay à MLS comme as-tu un problème avec? Ils ont été avantagés. Ben non, il y a faute, puis les joueurs, au lieu de parler à l'arbitre, il ne fallait pas se faire surprendre. Sergio Busquets a été très clever. Disons que c'est peut-être, on parle de Lionel Messi, j'enlève Lionel Messi, Sergio Busquets peut-être la meilleure acquisition par une équipe cette année, surtout Miami, dans l'entrejeu. Il est top. En même temps, des fois, il y a des arbitres têteux. Je ne suis pas sûr si le ballon ne bougeait pas quand Busquets le remet par terre. Non, il l'a mis. La question, c'était, est-ce qu'à cause qu'on parlait à l'arbitre, puis qu'il aurait dû faire, non, je suis en conversation, mais c'est pas l'arbitre qui est allé parler aux joueurs. C'est vrai, c'est les joueurs qui ont interpellé. Et lui, il aurait dû jamais laisser le ballon sortir de ses bras. Justement, pour pas qu'il se fasse prendre sur ce jeu rapide, très intelligent de Sergio Busquets de Miami. Puis voilà. Mais à la fin, le score était... OK, il y a Bisbee maintenant en Nouvelle-Angleterre. Ça aussi, ça va avoir des effets sur la fin de saison et sur les séries éliminatoires. Le staff d'entraîneur saillit. Pour ceux qui ne le savent pas, Bruce Arena a remis sa démission parce que ça fait plus d'un mois qu'il y avait une enquête sur des propos qu'il aurait tenus, des propos intolérables. C'est comme ça qu'on va le dire. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui a filtré dans tout ça. Il y a même des joueurs qui ne savent pas vraiment ce qui a été dit ou du moins quel est l'enjeu de cette enquête-là aussi. Richie Williams... Juste ajouter quelque chose. Vas-y. Vous savez que Caitlin Carl, elle a été suspendue pour avoir tenu des propos qui n'étaient pas exacts ou elle n'avait pas la matière source. Ça, c'était intéressant parce qu'elle a dit que c'était des propos racistes, puis là, ils ont tout dénigré, du moins, ils ont tout déni en voulant dire que on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette investigation et c'est à propos de quoi. Non, mais à ce jour, on ne sait pas exactement. The Athletic rapportait que c'était peut-être, entre autres, de la façon de traiter son entraîneur adjoint qui est devenu l'intérimaire Richie Williams. Il semblait avoir... Ce qui est encore plus fou aussi là-dedans, c'est que dans la suite des choses, il y a 2 entraîneurs qui semblaient haïr Richie Williams, mais depuis la saison 2022, d'ailleurs, Sharry Joseph, une ancienne légende du club, entre autres. Les joueurs ont décidé de pas s'entraîner. On dit on n'est peut-être pas confiant envers Richie Williams, qui est intérimaire présentement. Résultat des courses, en ce mercredi 13 septembre, c'est Clint Pay, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est l'entraîneur de l'équipe réserve qui est maintenant l'entraîneur intérimaire de la Nouvelle-Angleterre. Richie Williams est tout le temps dans le portrait, mais il est comme dans les limbes de la Nouvelle-Angleterre. Joseph et j'ai oublié son nom, David Vanderberg, c'est le coach des gardiens, ça, je pense, qui a été remercié. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, Pat, c'est cette question-là que je vais te poser, toi. As-tu connu ça des staffs d'entraîneurs qui saillissent ou qui ne s'aiment pas à ce point-là? Parce que Joseph et Williams, à ce qui paraît, en sont presque venus au cours en 2022. Et cette année, Joseph est sorti d'entraînement même. Oui, ils ont dit depuis que surtout, je pense, Bruce Arena n'est plus là, que Shandry Joseph, qui sont venus en appui public auprès de Bruce Arena, a quitté la séance d'entraînement. Puis pour être clair pour les gens, les joueurs ont refusé de s'entraîner l'autre jour parce que c'est très nébuleux, ils n'étaient pas certains de ce qu'il y a, puis ils manquent de confiance envers Richie Williams, qui lui fait partie de l'investigation. Donc, les joueurs ont peut-être méfiance dans l'ancien coach intérim. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'un coach intérim se fait remplacer par un autre coach intérim dans une saison. C'est peut-être pas la première dans le monde, mais en MLS, peut-être une première. Moi, ça me rappelle une situation, je ne dirais pas que les coachs saillissaient, mais qu'il y avait une mésentente, puis elle était évidente pour les joueurs sur le terrain.
parce que le coach voulait faire les choses d'une certaine façon, et l'assistant qui était un ancien joueur du club, qui lui était toujours en accord, et jusqu'au point que nous, on a eu une rencontre des joueurs, et les joueurs, les leaders de l'équipe à ce moment-là, on parlait avec l'administration du club, puis on a tassé les entraîneurs pour le reste de la saison. Donc, ça, c'est déjà... C'est pas qu'ils saillissaient, mais tu voyais qu'il y avait une mésentente dans les idées. Puis ça paraissait sur le terrain, c'était évident qu'ils ne pensaient pas de la même façon et que l'assistant, mais justement, se permettait de corriger l'entraîneur. Donc, je l'ai vécu à Tromsø en Norvège. Puis j'ai déjà vécu Enzo Concina, Franco Klopas, pas toujours sur la même longueur d'onde sur certaines choses, mais pas au même point qu'à Tromsø. Ça, il y a des divergences aussi de comment tu veux défendre, comment tu veux attaquer. Mais à Tromsø, nous, on a les joueurs, c'est surtout les leaders on a fait un vote, puis on a tassé le coach et l'assistant coach aussi à ce moment-là. Intéressant. Je sais qu'à Montréal aussi, Marco Chalibom ne s'entendait pas avec l'entraîneur intérimaire Marco Di Vaio aussi par moment, ou du moins, il n'était pas sûr. Mais bon, c'est ça. Je ne suis pas sûr que c'est s'entend, mais bon, c'est sûr. Ça s'entend, en tout cas, bref, il n'était pas sur la même au niveau des principes de jeu. Deux Marco dans une équipe, c'est un peu. Tu peux pas avoir deux. Ouais, c'est ça. C'est lequel des Marco t'écoutes? C'est ça la question. Si je peux rajouter, Fred, juste avant oui, vas-y, autre chose. La Nouvelle-Angleterre, 48 points, deuxième dans l'Est, 9 points derrière Cincinnati, mais Philadelphie a 2 matchs en main sur New England et s'en vient à seulement 1 point. Si on regarde le point par match qu'on parlait plus tôt pour Miami, ils sont 1,77 pour Philadelphie, 1,78 New England. Si cette bisbille coûte 1 ou 2 résultats à la Nouvelle-Angleterre, on pourrait les voir descendre au classement. Ça pourrait passer même d'une équipe qui allait recevoir un match à la maison minimum, 1-4, pourrait même tomber en bas de la 5e position. Ça peut aller très vite pour la Révolution. C'est vrai. Il y en a plusieurs qui disent que ils voient Philadelphie, Orlando, Columbus passer devant New England, mais New England performe extrêmement bien à domicile, qui leur donne l'avantage de pouvoir maintenir cette position-là. Mais j'avoue, ça va être curieux de voir tout ce qui s'est passé parce que beaucoup de joueurs ont dit qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Puis ils ont tous, du moins une grande majorité, ont donné un appui à Bruce Arena. Ils ont dit qu'on n'a jamais eu de mésentente avec Bruce Arena. Et en tout cas, ces genres de choses-là, ça peut faire basculer une saison en espérant que l'entraîneur intérimaire de la MLS Next Pro arrive à replacer les choses et les diriger vers maintenir cette position à l'association d'Est. Il reste du temps quand même pour Columbus, moi je pense, d'ici la fin de la saison. Ils ont un groupe de vétérans c'est une équipe assez âgée aussi capable de traverser en partie la tempête. C'est pas idéal, là, assurément. Puis, troisième point, c'est Orlando, qui est Jekyll and Hyde aussi. Tout le monde pense qu'Orlando est parti pour la gloire, mais c'est vraiment une journée, ils ont de l'air du FC Barcelone, l'autre journée, ils ont de l'air du FC Saint-Eusèbe aussi, comme dirait un ancien de mes collègues. Kev, t'as le chandail de la CPL, Bobby Smirniotis. Un peu d'intox cette semaine. Il est serait en liste. On va regarder les conditionnels pour le titre de sélectionneur. Il est en liste. Il est? Je vais laisser Kevin. Un peu, mais en même temps, il y a un peu d'intox. C'est sorti aussi parce qu'on a voulu le sortir, assurément. Un peu, oui. Positif, ça t'emballe aussi, Smirniotis? Oui, c'est le choix hip qui sort à chaque fois qu'il y a un poste d'entraîneur au Canada qui s'ouvre aussi. Exact. On a entendu son nom lorsque le CF Montréal a besoin d'un entraîneur, après Wilfried Nancy, même le tour avant ça, lorsque Wilfried Nancy a été nommé après Thierry Henry, Smirniotis faisait partie de la conversation là aussi. Partout dans les dernières années en MLS Expro et partout ailleurs, on entend parler de Bobby Smirniotis. Si vous ne savez pas, il a gagné 3 fois le championnat de la Canadian Premier League avec Forge. La dynastie de la Canadian Premier League. Tu parlais de légende tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire dynastie? Ouais. Oui, avec plusieurs anciens du CF Montréal. On parle de Carl Becker, je fais des blagues et tout. Là. Non, je fais des blagues. Je vais juste mettre un astérix. C'est l'équipe qui dépense le plus, Hamilton, par contre. Et de loin. Et c'est aussi l'équipe que le propriétaire a fondé la Ligue, si on est bien honnête. Donc, il y a quand même aussi une certaine idéologie derrière le tout. Et une des équipes qui a cru au projet de la Ligue avant tous les autres, et qui avait peut-être une petite longueur d'avance. Et si on regarde Smirniotis, au cours des années, j'ai souvent couvert son équipe côté anglophone de ce que je faisais. Et oui, il y a une idée de jeu. C'est un peu le Wilfried Nancy de la Canadian Premier League. Les idées de jeu, il s'entoure, il s'est bien entouré, quitte Salopoulos, qui est un Québécois, qui a œuvré dans le domaine du soccer ici depuis longtemps, un de ses adjoints. Donc, il s'entoure. C'est exactement, c'est l'Impact. Donc, on voit justement une équipe qui
une équipe d'entraîneurs qui s'entoure bien. Donc, ce ne serait sûrement pas juste Smirnonis, ce serait son équipe et on va voir où est-ce qu'il pourrait apporter ce projet-là. Pour grandir comme entraîneur, il y a 2 options. Je pense que rester à Forge au-delà de cette année serait une erreur pour Smirnonis parce que c'est justement, il perd un peu de sa bonne réputation s'il reste à ce niveau-là. Soit la MLS Next Pro, on a vu Pam Oduka qui a passé de Pacific pour la MLS Next Pro et ça n'a pas nécessairement été je dirais, un move spectaculaire présentement dans sa carrière. Smirnonis voit peut-être l'équipe canadienne comme justement un autre tremplin pour continuer son apprentissage. C'est un gros step, là. En tout respect, c'est un méchant gros step. Oui, mais on s'entend que l'équipe canadienne... Il y a des gars qui ont payé leur... tu sais, qui ont payé leur dû aussi, qui mériteraient d'être dans la conversation. Mais on a souvent eu, justement, puis je ne veux pas dénigrer quoi que ce soit, John Herdman, qui est le nouveau entraîneur du Toronto FC, n'est pas reconnu comme un tacticien, n'est pas reconnu comme une personne qui est justement le sport et le catalysme, mais justement la gestion des hommes, gestion de son staff, gestion de l'émotion de l'équipe. C'est un maître. On l'a vu justement avec l'équipe canadienne féminine et masculine. Mais si je regarde Smirnonis, c'est un peu l'inverse de ça, justement. C'est côté tactique, c'est côté, justement, oui, je gère mes hommes, mais je gère le projet. Je pense à long terme. Je peux voir, justement, où est-ce que cette équipe va se développer et comment gérer un match. Et le compte de match géré est plus élevé pour Smirnonis. Et si on regarde la Coupe du Monde, si on est vraiment honnête et on regarde les 3 matchs qu'on a joués en Coupe du Monde, la Belgique, la Croatie et le Maroc, et leur parcours justement du Maroc et de la Croatie, et justement comment le Canada a été géré durant les matchs, je pense que c'est là la grande amélioration que Smirnonis pourrait apporter. Moi, il y a 2-3 choses, OK? Juste pour Smirnonis, j'ai rien contre, justement, c'est un talent qui soit, justement, qui a jamais entraîné une grosse équipe ou quoi que ce soit, c'est pas grave, justement. Si c'est un talent, puis c'est un Canadien, allons-y. Ça va faire, je me rappelle, de l'an dernier en CPL en 2022, Montréal a passé à travers Forge, c'était pas propre aussi. Alors, ça m'est resté dans la tête. Ça, c'est une grosse balafre pour sa candidature, pour mon enthousiasme envers sa candidature. Mais je me pose cette question-là quand ce nom-là revient aussi. À quoi on peut rêver, Pat, comme sélectionneur? À quoi puis je te dis, là, pour l'amateur moyen, là, à qui on peut rêver? Ben, j'ai Bob Bradley, Marc Dos Santos. Il y a des gens qui parlaient d'Ancelotti aussi qui se seraient informés. Tout le monde s'informe dans les circonstances. À quoi on peut rêver? Ancelotti, sois honnête. À moins qu'il lui vienne parce qu'il dit « Moi, je vais venir faire la job, puis mon salaire, ça ne dérange pas parce que c'est quelqu'un qui coûte 4, 5, 6 millions. » Puis vous savez, la situation financière du Canada fait qu'on ne peut pas aller dépenser. On peut même pas dépenser de l'argent pour des matchs. Fait que comment on va dépenser de l'argent? Pour un coach. Donc, il faut sauver de l'argent. Donc, Ancelotti, ce serait bien, mais ce serait lui à venir à sa guise, à dire, moi, je viens pour, c'est quoi le salaire que vous voulez me donner? Je viendrai. Fait que déjà là, je crois qu'on peut l'éliminer. Là, oui, des Bob Bradley de ce monde, parce que il y en a du monde qui vont dire, Bob Bradley, t'as su ce qu'il a fait à Toronto? Oui, mais rappelez-vous qu'il a gagné à LAFC. Et avant, il a été coach de l'équipe nationale américaine. Donc, à cette sphère-là, il a eu du succès, il connaît. Il a même été coaché l'Égypte, le coach en Europe. Donc, moi, je parle de profil, son CV. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est quelqu'un que moi, je mettrais sur la liste puis j'irais faire une entrevue. Là-dedans, on oublie surtout de parler à quelqu'un. Mauro Biello, il est là. Il est dans le staff. Est-ce que ça serait une continuité? On parle de Bobby Smirnonis qui a eu de succès en CPL. Oui, bien, Mauro Biello, en 3 ans à la base de l'Impact de Montréal, c'est 2 fois les séries. Une fois la finale d'Association d'Est. Il a déjà un peu la touche avec les joueurs parce qu'il les connaît. Là, maintenant, lui, à s'entourer, à peut-être apporter 1 ou 2 autres personnes avec plus d'assises pour l'étoffe. Donc, moi, j'aimerais le voir quand il va avoir son rôle d'intérimaire pour le match du Japon. Comment il va se débrouiller? Avant que je nomme quelqu'un d'autre, lui est déjà là depuis 3-4 ans. Il connaît. Est-ce qu'il peut me donner ce que je semblais manquer avec John Herdman? Puis oui, peut-être que Marc Dos Santos rentre dans cette conversation parce qu'ils ont eu du succès. Puis je vais pas dénigrer Bobby Smirnonis, OK? Mais dans n'importe quelle planète du soccer, si nous considérons que la CPL est un peu moindre de la MLS, j'ai rarement vu des coachs d'une 2e division. C'est comme si le coach de l'équipe nationale américaine, ce serait un coach du USL qui monte, qui gradue par-dessus des coachs qui ont là, après ça, c'est comme je dis, c'est pas pour dénigrer les compétences de Bobby Smirnonis. C'est dans le système de sélection dans le reste du monde. Si j'étais en France, est-ce que je prends un coach qui a coaché en Ligue 2? Non. Je pense pas. Ce serait un coach en Ligue 1 qui a un vécu qui correspond à des attentes et en sélection. Parce que oui, quand on fait du profilage ou l'entrevue, le facteur que le coach a peut-être gagné,
Est-ce qu'il a déjà fonctionné? Là, après ça, moi, je peux vous dire, il y a du monde au Danemark aussi qui sont présentement sur la liste d'être le prochain entraîneur du Danemark qui sont libres. Donc, tu sais, là, c'est. Le Danemark joue bien, hein? C'était une belle équipe. Si vous les avez suivis des dernières années. Au Danemark, non seulement c'est beaucoup de travail avec des jeunes joueurs, les coachs qui coachent au Danemark fonctionnent avec des joueurs qui ont entre 17 à 23 ans. L'équipe nationale, présentement, c'est à peu près ça. OK? Là, maintenant, il faut quand même que tu vives avec le facteur que tu travailles avec des Alphonso Davies et Jonathan David. Ce sont des joueurs de très haute envergure qui ont des égos puis qui sont habitués à une certaine façon de fonctionner. Okay? Et même que quand ils sont arrivés, c'était les premières choses que certains se plaignaient. Pourquoi l'équipe nationale, c'est pas pareil que quand j'étais. C'était la même chose quand j'étais là, mais là, vu qu'eux autres sont encore plus haut standing, ben, ils peuvent poser des questions que le monde va peut-être vouloir répondre. Donc, moi, je regarde que j'ai rien contre Bobby Smirnolis, puis je peux vous dire, c'est sûr, les gens de CSB, un coach de la CPL, c'est bon pour la tractation de dire produit canadien, fait canadien. On a lancé cette ligue pour promouvoir des joueurs, des coachs, des dirigeants. C'est bien. Fort probablement que Bobby Smirnolis est sur les lèvres de certains des influenceurs dans le monde du soccer canadien. Mais c'est pour ça que je parlais d'un peu d'intox aussi, parce que ça fait partie, c'est pas tant... je ne sais pas si l'agent de Mauro Biello, c'est qui, mais il devrait faire du lobbying pour Mauro Biello. Pour dire que, hey, tu as quelqu'un qui a déjà du vécu, qui a eu du succès en MLS avec certains des joueurs qui sont déjà dans l'étoffe, qu'ils connaissent bien, et il fait déjà partie. À la limite, là, s'il nous écoute, Mauro Biello pourrait aussi se vendre un peu. Hein. Mac Dos Santos faisait ça à l'époque. Ça fait un peu partie de la job. Ouais, Mauro Biello va avoir ce match-là comme promotion de lui-même. Ouais, je dis pas là, de faire le clown ou quoi que ce soit, mais 1 ou 2 entrevues pour expliquer ton projet, expliquer ce que tu fais, rappeler aux gens qui tu es puis que tu n'es pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est le seul gars. On l'oublie, ça. Mauro Biello, 2015-2016, il a apporté du succès. Exactement. Et 2017, ben, tous les coachs ont des moments de passage à d'accord. OK. Mais disons que d'ailleurs, attention. Correspond, il répond. Pat, attention au Japon, par contre, pour Mauro Biello, je ne veux pas dire cadeau empoisonné, mais ils viennent de torcher l'Allemagne puis la Turquie. 4 buts. Ils ont mis 4 buts, je pense, à l'Allemagne, puis 4 buts à la Turquie. Attention au Japon. À la Coupe du Monde, là, ils ont été bons, le Japon. Là. C'est une équipe qui joue. Puis regardez certains des joueurs japonais qui excellent en Premier League ou en Ligue 1. Là, je ne dis pas que c'est facile, mais je dirais que c'est une bonne carte de visite de dire, moi, ce n'est pas le résultat pour Mauro Biello. C'est, comme tu l'as dit, qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur, comme idée. Puis on va voir, est-ce que quand dans ton match, est-ce que tu apportes des choses qu'on sent qui rectifient, des choses qu'on se posait des questions sur John Herdman. Ce match-là va l'aider. Puis après ça, il y aura le mois de novembre avec la Nations League si on n'a pas nommé d'entraîneur d'ici là, s'il continue à être le coach intérimaire à ce moment-là. Donc, moi, je pense qu'il a encore 2 mois pour vraiment se vendre avant que la CSA prenne une décision sur qui sera l'entraîneur pour l'entraîneur-chef, pas intérimaire, mais pour ceux. Pour la suite et pour la séquence Coupe des Coupe des Nations et la Coupe du Monde, naturellement. Ligue des Nations, oui, voilà. OK. Vous écoutez toujours 11 Montréal, Frédéric Laure avec vous, Patrice Bernier, que vous venez d'entendre, et Kevin Laramé. Parlons un peu du CF Montréal avant d'aller à la pause et de faire un jeu. On va faire un petit repêchage au retour de la pause. Mais avant tout ça, peut-être référer les gens à ton blog, Pat. Blog sur les dribbles, c'est intéressant cette semaine sur rds.ca. Tu parlais de Kwadwo Opoku. Ouais. D'ailleurs, je fais la fricaison. Kwadwo, c'est lui-même qui parle comme ça. Tout le monde dit Mahala, parce que son nom c'est Kwadwo, mais tout le monde dit hey, Mahala. Puis je l'ai croisé hier. Là. Exactement, ils disent les deux, en fait. Ben, les deux séparément. Mais ils disent soit Kwadwo Opoku ou soit Mahala. Moi, j'ai décidé de dire Kwadwo Opoku. C'est comme ça qu'on l'appelait avant. En tout cas, bref. Ces dribbles, on en a besoin de plus. Parle-nous de ça vite, Pat. Tu veux plus de dribbles de Opoku? Ben, tu sais, vous avez fait le match contre Columbus, puis moi, j'ai sorti, c'était 4-2, puis quand il est sorti, je dis, mais c'est le joueur qui apporte le plus d'animation offensive au niveau d'accélération balle au pied, dribble. Oui, je suis clair avec les partisans, il est un peu malhabile devant le but. Il tire trop en puissance, il n'est pas assez lucide. Mais tu le vois depuis 3-4 matchs qu'il prend ses aises. Et quand j'ai vu les stats des dribbleurs, ben Nathan Saliba, c'est lui qui a le plus de dribbles réussis, avec 19. Il est 114e sur la liste de dribbleurs réussis dans la Ligue. C'est Rick Pouge, c'est Velasco, Thiago Almada,
Lucas Delarian qui est parti, qui mène dans ce chapitre-là. Ça te dit quoi? Les joueurs offensifs, mais lorsqu'ils dribblent, ou du moins, ils apportent une différence à travers leur dribble. Et je trouve que c'est un joueur qui a des atouts qu'on devrait lui donner un peu, je ne dis pas de liberté, mais de pouvoir s'exprimer un peu plus. Parce que le dribble, c'est une autre forme d'attaque. Puis on l'a vu, le CF Montréal, des fois, il peine à trouver des solutions en groupe. Donc, peut-être un joueur comme ça qui est capable de dribbler et de déstabiliser l'adversaire peut être... Ben, je pense pas que peut. Il est une solution. Maintenant, est-ce qu'il peut devenir une menace constante et aussi marquer et faire marquer? Parce qu'il a 39 dribbles réussis entre l'LAFC et le CF Montréal. Donc, le double de Nathan Saliba. Et il mène au chapitre des attaquants avec 2,4 dribbles par match. De loin devant Aufort ou Toy qui sont à 1,5, 1,2. Donc, ça te démontre que c'est quelqu'un qui a des atouts dans le dribble, qui peut accélérer. Maintenant, est-ce qu'on peut bien le positionner? Quand je parle positionner, pas sur le terrain, mais le mettre dans les capacités où il peut s'exprimer un peu plus et apporter une touche différente à l'animation offensive. C'est intéressant. Allez voir le blog de Patrice Bernier. Intéressant de ce côté-là. Hey, je vais te parler de Duke, Kev, dans quelques instants, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Mais avant ça, juste par rapport au dribble, je parlais à des entraîneurs ce week-end, puis Pat aussi, je t'ai entendu là-dessus. Dans la formation, le sentiment qu'un dribbleur, c'est un mangeur de ballon aussi, puis qu'on a le réflexe d'aller passe. Il faut aussi, on a besoin de dribbleurs dans le soccer moderne aussi, de gars et de filles qui sont capables de faire exploser des défenses. Vous connaissez bien Nacho Piatti. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il était? Puis il était éreintant, là. Il était, puis demandant à Domenico Duro, je suis pas mal sûr que les premières années, il était comme, man, il ne passe pas le ballon. Mais, j'ai mis les statistiques dans l'article. Il était dans les meilleurs de la ligue au chapitre des dribbles. Et qu'est-ce qu'il nous apportait? C'est que quand on ne trouvait pas la solution par la passe, moi-même, Donadel ou compagnie, ben, il était capable de dribbler un, dribbler deux, se créer des occasions pour lui. On l'a parlé, l'expected goals, combien de fois que lui, il a dépassé le quart des expected goals parce qu'il était capable de créer quelque chose de rien. Et là, c'est de mettre ces joueurs-là en bonne condition. Parce que oui, il y a des joueurs qui sont... C'est dérangeant, là. Un joueur qui n'est pas capable de donner le bon ballon. Mais c'est les joueurs que, lorsque tu les fais bien travailler, et je vais revenir à 2022, vous savez, c'était qui le meilleur dribbleur de l'équipe en 2022? L'an dernier? Oui. Mihailovic? Georgi Mihailovic, joueur offensif. 58 dribbles réussis dans la saison. Donc, quand tu as un joueur qui est capable de se créer des espaces lui seul et pour d'autres, ben c'est une merveille. Là, maintenant, de l'implanter dans ton jeu, puis qu'il soit capable de faire ça sans trop ralentir le jeu, sans trop perdre le ballon, eh bien, ça, c'est le travail qu'un entraîneur doit constamment faire, de travailler avec ses joueurs. Mais c'est ça. Rappelons-nous, Balou et compagnie, c'était des joueurs, des dribbleurs. Moi, j'ai toujours aimé ces joueurs-là, autant qu'ils sont dérangeants. C'est que leur faire comprendre quand est-ce qu'il faut dribbler, quand est-ce qu'il faut donner. C'est le dosage, mais c'est pas le démon non plus. Dribbler, même chez les jeunes, c'est ça que... C'est Barcelone s'ils n'avaient pas eu Lionel Messi, le dribbleur. C'est ça, puis c'est ça que ça m'a rappelé, cette discussion-là avec des entraîneurs, puis toi, en fin de semaine, notamment, Pat. Kevin, Bryce Duke. Ceux qui n'ont pas écouté le podcast la semaine dernière, on a dit que Bryce Duke, cette statistique-là qui est affligeante, goals added, ça c'est une statistique un peu comme le WAR au baseball, c'est-à-dire à combien de buts, je vais traduire littéralement comme ça, combien de buts t'ajoutes dans une certaine mesure à ton équipe quand tu es sur le terrain. Les meilleurs, c'est Thiago Almada, notamment. Brian White est deuxième de Vancouver. Le pire, celui qui est 757e, c'est Bryce Duke. Ma question est celle-ci, Kevin. En fin de semaine, est-ce que c'est essentiel de mettre Bryce Duke à ce moment-ci, le 13 septembre? Est-ce que c'est essentiel de le mettre sur la feuille de match? En fait, la réponse est dans la question, mais parle-moi de ça. Je dirais non, et je vais peut-être même ajouter un petit contexte avec ce que Pat vient de parler de Mahala, justement, à quel point son côté dribble et tout. Et on a vu justement un jeu de chaise musicale aux côtés d'attaquant et aux côtés de numéro 10, quand je parle littéral numéro 10 sur le terrain, pour le CF Montréal comme milieu créatif. On a presque essayé tout le monde. Est-ce qu'il y a une combinaison qu'on peut essayer peut-être que Duke, justement, n'est pas sur le terrain cette fin de semaine et un Mahala qui est un dribbleur, qui a un esprit créatif et qui n'a pas nécessairement brûlé la ligue comme attaquant pour le CF Montréal depuis son arrivée à la pointe? Est-ce qu'on leur descend un peu? Est-ce qu'on lui permet de dribbler avec un peu plus d'espace? Est-ce qu'on peut permettre, mettons, un Toy de revenir dans l'alignement? Mais ça, c'est des questions qui n'impliquent pas Duke. Et c'est justement un peu la difficulté d'un Bryce Duke cette saison, le style de jeu que Montréal préconise,
quand même un pressing assez intensif des attaquants comme premier rideau défensif. Et on voit que Bryce Duke, c'est pas sa qualité première. Et le fait de toujours essayer de se remémorer de faut que je me remette dans la position de presser pour quand même être un rideau défensif, pour que mes milieux défensifs aient un petit peu plus de temps à l'action. Mais on voit qu'il y a une hésitation. Et je pense que peut-être quelques matchs sur les gradins, Bryce Duke, et le remettre dans une position. Dans les estrades. Oui, un match ou deux, juste pour que. C'est peut-être le côté. À ce point-là, oui, qu'est-ce de positif qu'on a vu de Bryce Duke sur le terrain pour le CF Montréal? C'est pas lui qui crée. C'est pas lui qui va aider la création non plus. Il n'a pas l'air à supporter ses coéquipiers. Et côté sur le terrain avec le ballon, souvent il se retrouve en perte de possession. J'ai pas la statistique devant moi et j'ai pas mes lunettes sur moi, fait que je peux pas l'avoir. Mais côté perte de possession, il y a beaucoup trop de perte de possession du côté de Bryce Duke. Et je pense que tout ça relié ensemble fait que c'est une liabilité. C'est pas un mot français, je suis désolé, mais c'est quand même un problème sur le terrain. Je pense que c'est un des points faibles, des maillons faibles du côté créatif du CF Montréal. Dans le cas de Duke, Kevin fait de l'aveuglement volontaire, visiblement. Il enlève ses parniques pour pas voir la vérité. Je mets des ailleurs à la place. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a deux choses que je voulais dire. Vilsaint et Opoku, l'échantillon est très petit, mais c'est le meilleur duo d'attaquants défensifs présentement à MLS. Défensif. Alors, je sais pas. Écoute, l'échantillon est très petit, alors je sais pas si on peut vraiment embrasser cette stats-là. Pat, si t'enlèves Duke, c'est Choinière? Absolument? Oui. Lapalainen, Opoku, Vilsaint, ça se peut? Duke, je pense que ils ont un peu répondu quand ils ont fait venir Bryce Duke. Ils ont dit, je pense que Olivier Renard avait dit, j'ai eu des conversations avec Wilfried Nancy. Et dans le style Wilfried Nancy, Bryce Duke, ses qualités de passeur ressortent. Mais là, l'équipe Losada devient une équipe verticale qui presse, axée, je dirais, sur la puissance. Et c'est là qu'on voit Mathieu Choinière, lui, il correspond à ça parce qu'il a un volume. Ou est-ce que Bryce Duke, il semble se perdre entre les lignes? Est-ce que je dois ralentir? Est-ce que je dois jouer avec les gars? Il l'a dit, Kevin, on dirait qu'il est constamment en train de réfléchir parce que, je l'avais dit, quand il est arrivé, c'était une belle pièce, mais je trouvais que les autres n'arrivaient pas à comprendre comment Bryce Duke joue. C'est un passeur. Donc, vous mettrez-vous en condition pour que lui puisse continuer le jeu. Et il ne transportera pas le ballon comme Opoku, comme Vilsaint, même comme Mathieu Choinière. Donc, on l'a mentionné ici, moi, un milieu, Nathan Saliba, Samuel Piette, Mathieu Choinière, c'est ce que je vois présentement parce qu'ils correspondent à ce que le Sada veut. Être capable de presser, être capable de répéter les efforts et être capable d'aller vers l'avant avec de la puissance. Ce que Bryce Duke, même s'il a des bonnes qualités, semble pas être capable de ressortir son jeu parce qu'il se cherche par rapport à cette équipe qui va parfois même par-dessus sa tête. Le ballon va direct aux attaquants et il ne touche pas au ballon aussi régulièrement qu'il devrait en tant que milieu offensif numéro 10, si on peut dire. Donc, moi, ça fait plusieurs semaines que j'avais dit, je pense que c'est temps de Mathieu Choinière quand il est au milieu. On l'a vu, là, je me rappelle c'est quel match avant New York, je pense qu'il était. Columbus. Dès qu'on avait mis Lassie à gauche, puis on a mis Mathieu au milieu, plus de vitesse, plus de monde dans la surface et plus de danger. Et je sens que c'est malheureusement Bryce Duke. Mais Mathieu, sur le terrain, moi, c'est sûr que tu me diras qu'il peut jouer un peu en 8, mais au dos au but, Mathieu Choinière, je suis pas certain que. Ouais, mais dans le système qu'il joue, il n'y a pas de 10. C'est pas de Carles Gilles. Non, c'est sûr. Pas des Thiago Alzada. C'est des 8 qui jouent à cette position de 10. Et donc, moi, je pense que Mathieu, parce qu'il a beaucoup de mobilité puis qu'il est capable de s'orienter, il peut jouer à cette position. Il l'a déjà fait par le passé. Et il serait juste un 8,5, un hybride. On ne lui demanderait pas d'être l'animateur de l'attaque, mais de composer, être dans la surface. Ce qu'il est bon à faire, ça veut dire arriver en cette vague de deuxième attaquant. Deuxième vague ici. OK. Bon, les prochains matchs du CF Montréal. Chicago, ça va être vraiment intéressant. Klopas, adversaire direct. Assurément, on convoite la même place au classement. Et après ça, Cincinnati. Juste pour vous dire, Cincinnati, ça, c'est au milieu de semaine, mercredi à Montréal. Eux, ça va être leur deuxième match de suite sur la route après avoir joué Philadelphie le week-end précédent, qui risque d'être un match assez éprouvant et émotif. Est-ce que Cincinnati pourrait être
Du moins, est-ce que Montréal a les moyens de battre la meilleure équipe de la MLS mercredi aussi? Parce que 6 points, ce serait intéressant parce qu'on parle peut-être, on en a dit qu'on est toujours là-dessus, je pense. Il va falloir faire notre calcul au fur et à mesure, mais 43 points pour les séries éliminatoires, donc 2 victoires, 1 match nul, 2 victoires, 2 matchs nuls pour Montréal d'ici la fin de la saison. Ça serait ça visiblement, vraisemblablement nécessaire pour être des séries éliminatoires. OK, courte pause. Après ça, on fait, mon dada, c'est les repêchages. On fait un petit draft pour le CF Montréal. On revient. De retour sur 11 Montréal, Frédéric Laure avec vous en compagnie de Patrice Bernier et Kevin Laramé. Avant d'aller plus loin, vous dire que on a des gagnants. On en a parlé la semaine dernière, 2 gagnants du concours de la rentrée, 2 personnes du Cégep. La date de l'émission est fixée au 28 septembre avec nos gagnants. On a 2 gagnants. Et ce qu'on va faire aussi, je vous l'annonce, je pense à mes panélistes. Je suis pas sûr si je vous l'ai dit. J'ai fait la présentation PowerPoint explicite. On va diffuser l'épisode en 2 blocs. On va avoir un cégepien dans chacun des blocs. Et on va renvoyer ça à la décision du public. En fait, on va vous demander de voter pour le gagnant, ou du moins celui qui était plus agréable à entendre avec les meilleurs arguments à 11 Montréal, celui qui s'en est mieux sorti. Le gagnant parmi ces 2-là, qui sont d'ailleurs des apprentis journalistes, ou du moins des futurs journalistes sportifs, ils vont pouvoir nous accompagner sur la galerie de presse du CF Montréal à un match donc au Stade Saputo. C'est ça le prix, entre autres, le prix pour le gagnant de ce combat de la rentrée, émission qui est prévue pour le 28 septembre. Voilà pour la plug. OK, Pat, on avait un bulletin de vote pour les meilleurs joueurs de 22 ans, de moins de 22 ans. Les 22 meilleurs joueurs de moins de 22 ans, les 22 under 22, on va le dire en anglais, ça va être plus facile. Oui. T'as voté pour Nathan Saliba, entre autres? J'ai intégré Nathan Saliba dans cette liste, oui. Moi aussi, même chose. Ce que j'ai voulu faire, c'est inspirer de tout ça. Le classement devrait sortir bientôt sur mlssoccer.com. Un petit repêchage, à savoir lequel des joueurs du CF Montréal a plus de valeur ou pourrait rapporter le plus de valeur dans une éventuelle transaction, ou du moins transfert. Transfert ou transaction, hein, les deux, ça compte. Si on peut imaginer un scénario où un joueur est échangé à une équipe ou transféré à l'interne pour de l'argent d'allocation. Il n'y a pas beaucoup de règles, sinon juste votre appréciation. Et ça peut être cette année, mais ça pourrait être aussi, si on prend un gars comme Opoku, naturellement, ça pourrait être dans 2-3 ans si on le vend. Si Torkelson, ça pourrait être dans 8 ans, ainsi de suite. Alors, c'est ça des paramètres. Pour ceux qui nous écoutent, pour vous faire une liste de repêchage pour commencer, sur Transfer Market, les 5, on va aller même plus loin, les 7 joueurs les plus évalués, les plus chers présentement. Wanyama, Waterman, Opoku, Bryce Duke, Piet, Herrera et Chouanière. Piet, Herrera et Chouanière valent tous, d'après Transfer Market, 2 millions. Alors ça, c'est pour vous situer. Voilà, on va faire le draft et on va le faire en serpent, comme on dit. 1, 2, 3, 3, 2, 1. D'accord? Pat, comme tu es notre Tom le renommé, je t'offre le premier choix. Là. Est-ce que tu le veux? Je veux passer à Kevin. Oh, Kev, tu vas avoir le premier choix. Je serai deuxième, puis Pat, tu seras troisième. Comme ça, tu auras le choix 3 et 4. D'accord? Ça vous va? Okay. Alors, on part. Kevin, avec ton premier choix pour le joueur qui, d'après toi, est a le plus de valeur dans cet effectif-là, dans un éventuel transfert, transaction, et qui pourrait rapporter de la valeur au club. Bon, la manière que j'ai pensé à ça un peu, c'est l'histoire du CF Montréal, la histoire récente. On a vu justement un Georgi Mihailovic qui a été acheté à peu de frais et vendu assez cher. Et je regardais un peu quel joueur est dans ce profil du CF Montréal, quel joueur a un peu le même parcours, dans le sens qu'il a été cherché d'une autre équipe, il était quand même un peu je dirais en parenthèse avec son équipe. On a été chercher, on lui donne un petit peu plus de temps de jeu, on va voir ce qu'il va donner. Et c'est déjà des joueurs qui vaut le plus. Donc oui, j'y vais avec le choix facile, mais je prends Kwadwo Opoku comme premier choix pour ce repêchage des joueurs qui peuvent valoir le plus parce que avec seulement quelques modifications, peut-être une meilleure vitrine qu'il y avait avec LAFC et quelques matchs contre Miami l'année prochaine avec une très grande vitrine, 1-2 buts contre Miami l'année prochaine et Opoku, on va faire un bon montant là-dessus. Kwadwo Opoku, il était premier aussi sur ma liste. Bon choix, Kevin. Je vais y aller avec le deuxième choix. Et Pat, je vais frapper.
J'ai beaucoup hésité, hein, mais je vais essayer de frapper la clôture. C'est un coup de circuit. Je pense que c'est ce qu'Olivier Renard et Vassili Kremanzidis veulent faire. Je vais prendre le nouveau venu, le Colombien de 19 ans. Premièrement, il est jeune. Il est gaucher. Alvarez. C'est Fernando Alvarez. C'est jeune, gaucher. Il a été très bon. C'était la Coupe du Monde des moins de 20 ans, je pense. Ouais. Il a été excellent. Il y a déjà 15 sélections pour les moins de 20 ans de la Colombie, qui est une sélection qui a ses lettres de noblesse, qui est reconnue. Ça fait partie aussi, c'est ça, d'une image de marque, hein, le branding d'un joueur international colombien. Tu viens de prendre 1 million, c'est sûr. Fait que mon choix, ça va être Fernando Alvarez, qu'on a vu 45 minutes, qui a été pas pire en contre Columbus. On disait, Oui. la rumeur voulait qu'il a été très mauvais avec la réserve. Il a été bon contre Columbus, Fernando Alvarez, en 45 minutes. Voilà. Bon choix, Fred. Un joueur Merci. développé par Pachuca, justement, qu'on peut voir juste Ben ici. oui, Quand même c'est un beau une CV, équipe qui a ça. ben, c'est ça, c'est une équipe qui a un bon pedigree. Et ça l'inclut quand même, si on parle juste côté statistique, juste côté mathématique, le pedigree, l'équipe et la provenance du joueur, ça peut rajouter sur un prix. Mais Et la nationalité, si vous êtes brésilien, là, c'est 200 000 de plus. c'est ça, Peu c'est importe ce que l'équivalent. vous faites, c'est 200 C'est 000 de l'équivalent plus. d'un premier choix au hockey. Patricinho, Ah, c'est Camalinho. Patricinho, c'est 3 millions de plus. C'est l'équivalent d'un premier choix au hockey. Le nombre de premiers choix, justement, si t'es 5e choix, t'as 1 ou 2 chances. Le nombre de premiers choix qui sont échangés, qui sont réessayés, on se dit, moi, le faire marcher, ce premier choix-là, moi, le faire marcher. Écoute, les premiers choix dans la Ligue nationale de hockey, particulièrement, ont 25 vies comparé à plein d'autres qui en mériteraient peut-être un peu plus. Voilà. OK, Pat, choix 3 et 4. Choix 3, Jonathan Sirois. Non. Choix Jonathan Sirois parce que, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit déjà partant. Il a été très bon depuis qu'il a pris le poste de numéro 1. On vient juste de lui concevoir un nouveau contrat. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que ta valeur marchande, elle dit, tu as besoin d'un nouveau contrat, tu es un gardien numéro 1. Mais en même temps, on vient juste de mettre de l'argent sur ta valeur de transfert. Et ça veut dire qu'un gardien de but qui a 22 ans, voyant comment les gardiens de but ont été transférés dans cette ligue dernièrement, Matt Turner, Petrovic, Gaga Slonina, ben, c'est un jeune gardien de but que je me dis, il est jeune, on perçoit, on ajoute son contrat et on travaille maintenant à voir si on peut attirer les yeux vers lui et qu'il maintienne ses performances et qu'après ça, on le transfère. Et puis, admettons qu'il serait appelé à l'équipe nationale canadienne en octobre ou en novembre, sa valeur marchande va tout de suite prendre un coup encore plus grand. C'est intéressant parce que en fait, semaine, tu as Chris Brady, hein? C'est le gardien de Chicago, 19 ans. C'est intéressant au jeu de comparaison. Un 2004 qui joue bien, puis qui a une valeur, puis qui vient d'une équipe qui vient juste de transférer un jeune qui avait 17-18 ans dans les buts. Donc, moi, je vois Jonathan Sirois comme potentiel OK. Mais dans le fond, c'est pas compliqué. Transfert, ou tu vas dire transfert important pour le CF Montréal. On va appeler Chelsea. Chelsea t'avait d'acheter Jonathan Sirois. Anyway. Chelsea achète tous les gardiens de la MLS qui sont en bas de 20 ans. Anyway. Puis il est prêt après ça. Puis il est prêt, puis ils joueront jamais un match pour Chelsea. Quoi que c'est City qui a pris Zach Steffen. Par contre, c'est City. En tout cas, vas-y. Choix numéro 4, début de 2e tour. Le prochain, je vais avec un autre jeune. Je dis que si un Jules-Anthony Vilsaint est capable de marquer des buts avant la fin de la saison, ben, tu sais, vous savez, ça va vite pour. Là, la MLS, elle est encore plus importante quand ça va avec des jeunes qui marquent des buts. Puis s'il est capable de marquer les esprits dans la fin de la saison, marquer quelques buts, puis c'est un attaquant, tout de suite, c'est marquer des buts, t'es jeune, t'es attaquant, les yeux commencent à ouvrir grand pour les clubs parce qu'on se dit, hey, un jeune potentiel, en plus, il a un bon gabarit, une bonne pointe de vitesse, il est assez habile balle au pied. S'il serait pour finir la saison, parce qu'il reste 7 matchs, puis admettons qu'il marquait 2-3 buts là-dedans, ben son nom commencerait à circuler et son profil, je pense qu'il est intéressant à n'importe quelle écurie qui regarde, dit attaquant grand, capable de tenir le ballon, se débrouille en MLS. Et là, ben, les attaquants, on sait tous, ils valent beaucoup plus cher que toutes les autres positions, à moins que tu aies un numéro 10 exceptionnel. Donc, moi, je dirais Jules-Anthony Vilsaint, potentiellement un joueur qui aurait une valeur de transfert plus importante maintenant qu'il joue plus régulièrement aussi. OK.
Sur ma liste de repêchage, ça fuck un peu l'affaire. Non, ça fuck pas même. J'ai 3. J'ai Nathan Saliba, qui était 3. Moi, j'y crois, Ouais, puis je pense qu'il est intéressant. puis je pense que c'est l'équivalent. Bon, d'Ismaël Koné. Je vais un peu loin, mais cette année, c'est le gars du cru, le jeune, qui va prendre de la place puis qui va monter en puissance. Puis encore l'an prochain, ça devait être encore plus intéressant pour Saliba. J'ai Gabriel Corbeau, qui à un moment donné, s'il continue à jouer comme ça l'an prochain, ça va être il y a des équipes, probablement en Europe, qui pourraient se dire, hey, c'est un gars qui, Le passeport italien, ouais. fait que c'est sûr, il y a des choses qui facilitent. Il a Puis une déjà coupe de un millions, là, il y a des équipes qui payent une coupe de millions facilement pour ce genre de joueur. Mais juste parce que j'ai fait des recherches un peu plus sur lui, puis que je veux passer mon point, puis que je vais vraiment y aller un peu en dehors. Ça reste d'être controversé, mais je vais prendre George Campbell. Oh. Ouais. George Campbell, OK, il a été tout croche contre Columbus. Il faut pas prendre un libéraux. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui peut-être qui pourrait y croire en ce moment. Mais il demeure assez jeune, George Campbell, hein? Ouais. Et j'essaie de trouver des comparatifs. Nommer un défenseur central de moins de 23 ans, de 22 ans et moins en MLS, qui a plus que 15 matchs, d'accord? Ils sont 5 qui ont plus que 15 matchs, des défenseurs centraux qui ont plus que 15 matchs cette année en MLS. Puis c'est pas des tapons. Il y a Mosquera de Cincinnati, qui est top. Mhm. Il y a Malanda, qui est de Charlotte, qui lui aussi s'est vu jouer. Il est top aussi, le français. Jalen Neal, un espoir, celui du LA Galaxy, un espoir de l'équipe nationale américaine. Et Carlos Terran, qu'on va voir en fin de semaine, tout un pan de mur aussi, qui est dans la défense de Chicago. Puis, dans la WhoScore, sur WhoScore.com, celui qui a la meilleure note, en fait, la deuxième meilleure note, c'est George Campbell. Je pense que George Campbell a encore le moyen, c'est bien utilisé, je pense qu'il pourrait être intéressant dans le futur. Bon, je vais un peu pour le show. C'est pas un mauvais choix, hein. C'est pas un J'y mauvais vais choix. pour le show un peu, mais c'est mon choix. Non, mais c'est pas un mauvais choix. Je veux dire, oui, nous, on voit ses carences, mais je veux dire, il faut aussi voir quelle est sa marge de progression comme jeune défenseur qui a été dans les équipes nationales de jeunes américains, qui a joué à Atlanta aussi. C'est ça. Oublions pas, il a quand même joué là, à Atlanta. Il n'était pas un gars qui jouait pas puis qu'on a juste pris parce que c'est un talent. Il était bon. Là, maintenant, s'il peaufine sa prise de décision, ben, il a, je dis encore, profil, grand défenseur, quand même rapide. Et puis, il est capable de se débrouiller, je pense, Vincent le mentionnait. Quand il va en conduite, il n'est pas mauvais. C'est juste sa Ben oui. décision après ça de quand je donne, est-ce que je continue? Mais oui, son profil est intéressant. Puis, on peut reculer en arrière il n'y a pas longtemps avec un certain Kamal Miller. Oui. Quand il est arrivé à Montréal, on était comme, ouais, il a joué, mais il est correct. Hein? Puis, une bonne saison avec Ouais. le CF Montréal, 2 bonnes saisons. Une valeur marchande, devient international canadien. Ben, il était déjà, mais il est devenu une pierre angulaire de l'équipe nationale canadienne, un joueur international. Il a eu une valeur, sa valeur, elle a pris une expansion. Donc, George Campbell, quand on parle de jeune, même si nous, on voit les erreurs qu'il fait, en tant que jeune, il y a une marge de progression et de potentiel qu'il y a là. Kevin, 6e choix. Rendu au 6e choix, c'est un peu un choix plus mathématique et quasiment un peu dans l'idéologie du CF Montréal. Donc, on l'oublie pas, on achète bas côté valeur et on revend lorsque la valeur est soit à son apogée ou haute. Est-ce qu'un Joel Waterman va augmenter sa valeur des prochaines années? Est-ce que la valeur a atteint son plateau? Et c'est là un peu que je commence à penser côté mathématique. Là, on se rappelle, CF Montréal a payé 50 000 à Cavalry FC pour aller chercher Joel Waterman en Premier 2019. transfert de la CPL, d'ailleurs. Hein? Premier transfert de argent. CPL à MLS, oui, exactement. Et 2 500 000, c'est sa valeur selon Transfermarkt aujourd'hui. Et si on regarde Joel Waterman, est-ce que c'est un bon côté financier? Ce serait bon de trouver un endroit dans la ligue où on peut le vendre pour peut-être 1,5 million d'allocations. Peut-être 2. On n'atteindra pas la valeur de Transfermarkt. C'est quand même peut-être un peu haut, mais est-ce qu'il y a moyen d'1 million ou quelque part, même si c'est juste plusieurs centaines de milliers, est-ce que c'est vraiment Waterman qui va être le corps arrière de la défensive montréalaise pour les prochaines années? Sinon, je pense qu'il y a un moyen de quand même récupérer non seulement le prix du transfert, mais rajouter au moins 1-0 et quelques milliers de dollars aussi. Moi, je suis pas d'accord, mais OK. D'accord. Waterman,
Pour 400 000, je peut-être d'allocation, je donne peut-être. Hey, ça fait 350 000 Parce de que c'est un profit. gars qui peut rendre des services qui est bon en MLS. Mais je paierais pas une tonne, j'attendrais qu'il soit agent libre, ou du moins, je paierais pas une tonne de gants. Mais bon, OK. Là, oui, en MLS, je pense qu'il peut peut-être partir, mais moi, je sens que c'est un joueur qui va sûrement. Ben, ça, c'est mon opinion, là. Je dis pas. Moi, je sens que c'est un joueur qui a 27 ans. N'oublions pas, il arrive plus tardivement que les autres. Donc, lui, son monde. Et puis là, quand tu es défenseur, j'ai pas vu beaucoup de défenseurs en MLS partir à 27, 28, 29 ans. Normalement, tu deviens un cadre de la MLS et peut-être un cadre de l'équipe dans laquelle tu es. Donc, moi, je vois Waterman rester à Montréal encore Faire une carrière deux à saisons, Montréal. 3 saisons. Puis on ne sait pas. Ça peut être un transfert à travers la ligue, mais il ne valera pas ce que Walker Zimmerman vaut. Non, c'est ça. Puis on peut le tasser à un moment donné, puis dans une équipe qui a besoin de défenseurs, dans une équipe qui aspire peut-être à plus. C'est un gars qui peut rendre de fiers services dans une équipe gagnante en MLS. OK, on a tout le temps vite, là, d'une troisième ronde, un troisième tour, mais gardons nos commentaires rapides. Vas-y, Kev, t'es 7e choix. Dans le 7e choix, on a besoin d'un joueur qui a quand même peut-être un grand plafond. Peut-être en 3e ronde, on y va des fois avec des choses un petit peu plus risquées, mais qui a une chance de rapporter. Et pour moi, je fais un petit salut à Jérémy Filosa. Matko Miljevic. Matko Miljevic, a une bonne réputation. Matko Miljevic, il a une bonne technique. Matko Miljevic pourrait quand même aller chercher un montant de transfert qui récupère l'investissement qu'il y a eu vers lui, qui ne dérange pas l'équipe et l'effectif présentement et qui pourrait peut-être aider l'équipe si c'est en MLS à l'occasion l'année prochaine. Je pense que c'est un choix pas pire. OK, bon, je peux pas croire. Moi, 8, je peux pas croire que Nathan Saliba est encore disponible. À ce moment-ci, je prends Nathan Saliba. Non, mais je pensais que tu l'avais mis. Moi, c'est pour ça que j'ai pris Campbell. Non, mais... Pour le vrai, j'ai pris Campbell. Non, je pensais que tu le mettais, quand tu as parlé, j'ai compris que tu le mettais parce que tu avais dit que tu l'avais placé sur ta liste. Oui, il était sur ma liste, mais j'ai pris Campbell avant. J'ai pas pris. Fait qu'il reste sur ma liste, là, Corbeau, Duke, Herrera, Torkelson, puis même Sunusi Ibrahim, qui n'est pas mon préféré, mais bon. Fait que Pat, t'as le dernier, toi. Mais c'est un attaquant. Oui, exactement. Puis a connu un peu. Puis a flirté avec la sélection. 20, 21 ans. Oui, flirté avec la sélection du Nigeria. Flirté. Bon. Pas Kev, Pat, ton dernier. Ben, t'as pris Nathan Saliba, c'est ça? Oui. Okay. Il reste Corbeau, Duke, Herrera, Torkelson, Ibrahim, et puis peut-être des joueurs que Mathieu Chouanière, que j'ai pas mis. Une valeur de revente. Je pourrais dire, ouais, pourquoi pas Mathieu Chouanière? Il peut rentrer dans la conversation avec la saison qu'il connaît. Assurément. Et la saison qu'il connaît, puis s'il est capable, parce qu'à la fin, là, un joueur qui arrive à son âge, c'est que le monde veut le comprendre. C'est pas un joueur qui a 18-19 ans. Quand tu as 19 ans, c'est potentiel qui marque des buts. OK, je peux voir il a encore 10 ans. Quand tu as 24, 25, il faut que tu confirmes. Dès que tu confirmes, là, le monde sont prêts à embarquer sur toi. Puis en même temps, encore, je répète, si lui, au Japon ou au novembre, il est sélectionné, ben là, tu viens juste de prendre une valeur supplémentaire. Là, maintenant, on te considère un international. Même s'il a déjà été sélectionné, mais pour beaucoup de monde, avant la Coupe du Monde, ça ne compte pas. Ben, au moins, ça a été oublié. Donc là, avec la saison qu'il connaît, il devient international. Là, on dit, OK, Mathieu Chouanière rentre dans cette conversation-là. Et là, il y a peut-être des marchés européens, peut-être pas les gros marchés, mais des marchés européens qui aiment ce style de profil de joueur-là. Moi, je le verrais bien jouer en Allemagne. Mais Mathieu Chouanière, je dirais qu'avec la intéressant. Il vient juste de prendre beaucoup de valeur cette saison et de leadership dans l'équipe, mais au niveau de valeur, oui, Mathieu Chouanière. Ça complète notre repêchage. Je récapitule pour ceux qui nous suivent au beaucoup. Je suis sûr qu'en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent qui font aïe, non, oui, ou tout le monde qui ferait ça, puis on leur ferait à chaque mois, probablement que notre repêchage changerait à chaque mois, voire à chaque semaine. Opoku, Alvarez, Sirois, Vilsain, Campbell, Waterman, Miljevic, Saliba et Chouanière. Le Saliba, il y a une discussion à savoir ce que je vous ai joué un tour. Mais bon,
Pas très grave. Un astérisque. On met un astérisque à côté de Saliba. T'arrangeras ça au montage. T'arrangeras ça au montage. Miljevic, il va partir. Et je pense qu'il lui reste... Attends, ça fait combien de temps? Ça va être une année d'option qui lui reste l'année prochaine. Faudra demander à Jérémy combien il paierait pour Miljevic aussi, Kevin. Tu vois. Non, mais c'est un bon joueur. Moi j'adore Matko Miljevic. J'aimerais ça le voir sur le terrain plus souvent. Je trouve qu'il a une composante qu'on n'arrive pas à exploiter puis que lui-même aussi... Meilleur centreur. Meilleur, les coups de pied de coin, notamment, c'est lui qui devrait tout le temps les prendre. Oui. On devrait juste avoir un changement comme au hockey. Tu t'embarques le gars pour la mise au jeu. Relief pitcher. Ouais, c'est ça. Pour le face-off, puis après ça, il sort tout de suite après aussi. On parlait du passeport. Il a signé 3 ans et plus une année d'option, puis on arrive à une année d'option, peut-être qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Passeport argentin. Même s'il est très loin de l'équipe nationale, tu peux dire, argentin, le drapeau, tu rajoutes quelques zéros à faire. C'est pas Alain Velasco, hein? Ah, c'est ça. Non. Pas Messi non plus. OK, merci les gars. Voilà, bon, c'était notre édition de 11 Montréal du 13 septembre. Patrice, Kevin, passez une agréable journée, agréable semaine. On se retrouve samedi sur les ondes d'Apple TV et sur les ondes de RDS, je pense, aussi. Oui, samedi, le match est sur les ondes de RDS aussi. Voilà, allez voir tous les avant-matchs de Kevin, le blog de Patrice, et voilà, et lâcher mes poubelles aussi, ceux qui ont des chiens. Oh, aussi. Quoi? C'est revenu ça, le cas des poubelles? Oui, c'est revenu, mais j'ai laissé mon bac un peu trop longtemps dehors aussi. Mais bon, un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que, en tout cas, OK, voilà, on en a parlé la semaine dernière, les fins de podcast, c'est toujours difficile. Merci d'avoir été là, passez une bonne semaine, portez-vous bien, on se retrouve de l'autre côté du match, notre prochain, de l'autre côté du match de Cincinnati, donc le lendemain du match du mercredi en milieu de semaine, on va vous amener un autre balado. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.